Dans un nouveau rapport de Statistique Canada, on apprend que le cancer du col de l'utérus est parmi les cancers dont l'incidence grimpe le plus rapidement, une hausse de 3,7 par année depuis 2015. C'est la plus forte hausse depuis 1984. Ça concerne évidemment des milliers de femmes. Cette année, d'ailleurs, on prévoit que plus de 1500 femmes recevront un diagnostic de ce type de cancer. Et on va en parler parce qu'il y a un vaccin qui existe pour le prévenir. Autre question qui préoccupe les femmes, on apprenait hier que les femmes en ménopause sont forcées de rationner leurs timbres hormonaux. Alors, quel impact sur la santé des femmes? Parce qu'on peut avoir l'impression que la santé des femmes passe au second rang. C'est dans l'angle mort, soit de la recherche, des politiques en matière de santé. J'en parle avec quelqu'un que vous connaissez très bien, Dr Diane Franqueur, qui est gynécologue obstétricienne, mais qui est maintenant directrice générale de la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada. Bonsoir, Dr Franqueur. C'est un plaisir de vous recevoir à nouveau. Parlons donc de ce cancer du col de l'utérus qui est en augmentation. Si on se demandait pourquoi ça augmente et les solutions pour le prévenir? Tout d'abord, pour les femmes, c'est une très mauvaise nouvelle. On a un cancer qu'on peut prévenir avec un vaccin. Le vaccin est efficace, il est disponible, mais elles ne sont pas capables de l'avoir gratuitement. Donc, évidemment, on voit des hausses. Parce que présentement, on vaccine les enfants. Les provinces ont des programmes qui sont différents d'une province à l'autre. Au Québec, le vaccin va être offert dans les écoles pour les moins de 18 ans. Si on a des critères comme un système immunitaire qui est déficient, des relations sexuelles avec les hommes qui ont des relations avec les hommes, on peut avoir une couverture jusqu'à 26 ans. La Colombie-Britannique, qui est toujours plus généreuse en santé des femmes, l'offre gratuitement à tout le monde jusqu'à 26 ans. Donc, on voit qu'il y a une différence à travers le pays. Et probablement aussi, maintenant, on récolte le goulot d'étranglement d'avoir accès à des services médicaux pendant les COVID et les années qui suivent. Et pourquoi cet âge de 26-27 ans? C'est de manière arbitraire? Parce qu'on a fait les études jusqu'à l'âge de 25 ans. Vous savez, quand on fait des études de vaccination, souvent, on va y aller par cohorte. On va cibler ceux qui sont plus à risque. Donc, on sait qu'on est plus à risque d'être exposé au VPH lorsqu'on a les premières relations sexuelles. Et c'est comme ça qu'on a commencé les études. Et maintenant, on a fait les études qui démontrent qu'on peut avoir une sécurité du vaccin jusqu'à l'âge de 45 ans. Mais évidemment, on encourage tous les gens à avoir une vie sexuelle qui va aller bien au-delà de 45 ans. Donc, il reste juste à faire les études pour prouver que le vaccin est sécuritaire. Donc, si on a 30-35 ans, qu'on change de partenaire, qu'on n'a pas le vaccin, on est à risque. Tout à fait. Et l'homme aussi est à risque. Ah, absolument, parce que le VPH, c'est pas une affaire de filles. C'est pour ça que maintenant... C'est un virus, là. Oui, c'est un virus, tout à fait. Alors, c'est ce qu'on appelle le virus du papillome humain, qui a à peu près 300 visages différents. Donc, on sait qu'il y a des sous-types du virus. C'est bien de parler de virus maintenant. Tout le monde comprend tout depuis la COVID. Alors, on veut les éviter le plus possible maintenant. On a tout compris ça. Et on sait que les vaccins fonctionnent aussi. Donc, il y a des sous-types qui ne sont pas dangereux, qui vont donner des fameux condylomes qui sont des verrues. Mais on sait qu'il y a certains sous-types qui sont associés au cancer du col chez la femme, au cancer de l'anus chez l'homme et de tous les cancers de ce qu'on appelle la sphère ORL, la bouche, la langue, la gorge. Et tous ces cancers-là sont des cancers qui sont extrêmement agressifs et qu'on peut soigner, mais les traitements sont très mutilants. Alors, vous dites qu'il n'est pas gratuit au-delà de 26 ou 27 ans, notamment au Québec. Ne serait-il pas plus avisé, comme vous le souhaitez, je pense, de le rendre gratuit et accessible à tout le monde, peu importe l'âge? Parce que soigner un cancer, ça hypothèque beaucoup le système de santé. D'abord, la vie de la personne, mais aussi le système de santé. Ça entraîne des coûts. Oui, tout à fait. Puis il faut savoir que On peut mourir de ce cancer-là. Absolument. Le taux de survie n'est pas 100 c'est sûr que le vaccin, on ne parle jamais d'efficacité à 100 non plus, mais on sait qu'il y a un effet protecteur. Ça, c'est clair et net. Tous les cancers du col, par exemple, vont avoir ce qu'on appelle le VPH, le fameux virus, va être positif
positif. Maintenant, c'est toujours une question de coût-bénéfice. Alors, c'est sûr que si on ne parle pas d'argent, quand on parle de la santé des femmes, il n'y a jamais personne qui va s'en inquiéter. Mais vous savez, les traitements fonctionnent. Donc, c'est pour ça qu'il faut vacciner. On commence à vacciner très tôt les enfants à l'école à 9 ans parce qu'on sait que ce sont des petites machines à faire des anticorps de façon plus efficace. On répète à 15 ans. Nous, ce qu'on veut, on souhaite dans un premier temps, il y a un sommet canadien la semaine prochaine à Halifax où on va faire la demande, est-ce qu'on peut au moins déjà donner la possibilité à tous ceux qui n'ont pas eu la chance d'être vaccinés parce que les parents ne voulaient pas signer le consentement, parce qu'ils étaient malades lorsque c'était, par exemple, le temps de la vaccination, est-ce qu'on pourrait commencer par leur donner accès? Ça existe depuis combien de temps, le vaccin? Qu'on vaccine depuis 2006. Depuis 2006. Donc, il n'y a qu'une cohorte de gens qui sont maintenant trouvés, des femmes ou des hommes de 45 ans? Surtout les femmes, parce qu'au niveau des hommes, c'est plus récent. Ça fait à peu près 5 ans qu'on mais est-ce qu'à recommande. 40-45 ans, on devrait aller le chercher, ce virus-là? Absolument, mais le problème, c'est le coût. C'est toujours le monopole des pharma. Donc, évidemment, le vaccin coûte 200 $ par dose minimum, parce que ça peut varier, le prix peut varier dans différentes pharmacies. Il faut avoir 3 doses. Alors, moi, je peux vous dire que dans ma clinique, les femmes me disent, je veux me faire vacciner, j'ai pas 600 $. Surtout pas de ce temps-là. Les gens veulent manger, nourrir les enfants. Et c'est vraiment une difficulté. Et on souhaiterait effectivement que le vaccin soit accessible à tous, hommes et femmes, qui sont à risque d'avoir ces cancers-là. Un mot rapide sur les fameuses... Les timbres. Je suis trop vieille pour... les timbres en mono, oui, c'est ça. Bon, ça, c'est un autre, je dirais, c'est un autre drame en santé des femmes, c'est que l'industrie a l'obligation de dire à Santé Canada quand il va y avoir une pénurie. Et habituellement, moi, je vous dirais, dans le rôle que j'ai maintenant, Société canadienne, Santé Canada nous appelle, on va avoir une pénurie de tel médicament. Pouvez-vous nous aider à faire des recommandations pour que les gens ne soient pas démunis et dépourvus et qu'on puisse avoir un équivalent? Bon, cette fois-ci, pour les timbres, on l'a pris en même temps que tout le monde. Et c'est un peu dramatique que les femmes se fassent dire « coupez votre timbre en deux ». On n'est absolument pas sûr de l'efficacité. Parfois, dans certains timbres, il peut y avoir une espèce de petite matrice qui peut s'écouler. Donc, l'efficacité va être bien moins grande. Et on a d'autres produits qui sont aussi bons, qui sont d'une autre compagnie, qu'il faut être capable d'avoir accès lorsqu'il y a une pénurie. Et ça, c'est un peu gênant parce que l'année dernière, on a eu une pénurie du fameux gel qu'on mettait. Il y avait d'autres médicaments qui n'étaient pas couverts. Alors, les femmes arrivent à la pharmacie puis elles se font dire, bien, ça va vous coûter 90 $. Encore une fois, on est rendu à un moment où il faut négocier le coût dans le choix des meilleurs traitements pour les femmes qui sont en santé. Alors, il faut se poser des questions. Qu'est-ce qui arrive avec notre système de santé pour essayer de les garder en bonne santé? Bien, j'imagine à vous entendre que dans votre nouvelle fonction de directrice générale, vous n'allez pas lâcher prise, vous allez continuer à plaider pour la santé des femmes. Merci beaucoup, Dr. Franca. Et vous avez tweeté hier soir sur la victoire en Ohio sur la question de l'avortement. Je vais en parler avec ma collègue Azeb dans un instant. C'est une victoire pour vous. Oui, absolument. Bien, moi, j'ai travaillé au Kentucky, qui est l'État juste à côté. Il faut avoir vécu là-bas pour comprendre l'immensité de ce vote hier soir. C'est vraiment une très belle victoire. Merci beaucoup, Dr. Franca. Je vous en prie. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.